Fait que lundi dernier, j'ai partagé mon bingo électoral 2026 des dérives autoritaires qui cumule en 48 heures autour de 15 000 vues sur l'ensemble de mes plateformes. Sauf que l'article qui l'accompagnait sur Substack, qui dresse une longue liste de tous les indicateurs de dérives autoritaires discursifs possibles, il y a 250 vues. Fait que vous avez été paresseux, vous avez pas été lire l'article. Je suis pas fière de vous autres, mais je comprends que une capsule pour vous expliquer tout ce qu'il y a dans cet article-là, quoique je ne serai pas capable de rentrer 110 minutes. Ça va vous être utile pour vraiment comprendre l'objectif du bingo, à quoi il sert, pourquoi je l'ai créé, mais aussi sur quoi il se base. C'est-à-dire que c'est quoi, dans le concret, dans le paysage actuel, des dérives autoritaires, mais des signes de dérives autoritaires discursifs. Donc, on trouve dans les discours puis dans les communications officielles de partis, d'élus ou de chefs de partis. Fait que cette capsule-ci, c'est pour tout shrunk ça dans un résumé vraiment dense. Je vous avertis, c'est un sujet vraiment sérieux, fait que je vais pas dire n'importe quoi, je vais lire vraiment beaucoup dans cette capsule-là. Honnêtement, dealer avec. La première chose à comprendre, c'est que mon bingo, le but est éducatif. Le but, c'est d'en apprendre plus sur les signes discursifs de dérive autoritaire. Fait que le but, c'est d'avoir un petit peu de fun avec ça. Fait qu'on essaie de pas prendre ça trop au sérieux. Évidemment, j'appelle personne un Hitler, là. C'est vraiment pas ça, la patente. Donc, on prend ça pour le fun, à la légère, amusez-vous avec ça, puis ça va vous aider à vous aiguiser les oreilles en écoutant des discours politiques. Première chose à comprendre, c'est que les cases à elles seules de mon bingo ne veulent rien dire. Des indicateurs de dérive autoritaire dans le discours et les communications politiques, ça se prend dans un ensemble, dans des contextes, entre autres dans le contexte média dans lequel ces paroles-là ont été prononcées, mais aussi dans le contexte géopolitique actuel, c'est-à-dire que dans notre contexte géopolitique québécois en ce moment, on remplit pas mal des cases, des contextes qui favorisent l'émergence de dérives autoritaires. Et je vous lis, c'est quoi ces 5 indicateurs contextuels-là? Entre autres, méfiance persistante envers les élites politiques, perception d'un déclin économique et culturel, saturation médiatique ou lassitude face à l'information, une polarisation et un ressentiment envers le politiquement correct ou la langue de bois, et une crise de la légitimité des institutions, qu'on parle d'institutions médiatiques, gouvernementales ou même d'expertise puis de la science. Là. Fait que là, vous aurez compris que ces 5 indicateurs-là, qu'on a pas mal tout ce qu'il faut pour être parti pour la gloire autoritaire. Maintenant, toutes mes cases de bingo ne dressent pas un portrait complet de tous les indicateurs discursifs de dérives autoritaires qui sont possibles. Fait que la fin de la vidéo, ça va être moi qui vous parle des 16 grandes familles des indicateurs discursifs, puis on passe ça maintenant, attachez votre sucre, ça y va par là. Première grande famille, on parle de cohérence narrative plutôt que de cohérence politique ou législative. Ça peut se manifester dans la construction d'un storytelling simple et stable qui demeure inchangé, souvent axé autour de « je vous vois, vous avez un problème, vous êtes opprimé, voici le problème, la cause, voici le fautif et il faut l'éradiquer ». Ça, c'est le narratif storytelling classique de l'autoritarisme. On a souvent des indicateurs de narratif de complot contre la nation et son peuple. On pointe du doigt un ou des fautifs clairs et circonscrits. On a un leader qui se présente un peu comme un sauveur, comme le seul homme de la situation, et on a une justification de l'usage de la force de caractère psychologique, collective ou même physique dans les cas les plus extrêmes. Deuxième grande famille, le registre émotionnel de colère, de fierté nationale et d'humiliation. C'est-à-dire qu'on va construire un narratif de victimisation collective. On va faire une transposition d'enjeux systémiques, sociaux ou géopolitiques en attaque personnelle. Et on va avoir un discours centré autour du virtue signaling, de la supériorité morale. Troisième grande famille, c'est la simplification excessive et les répétitions. Donc, on va avoir un discours où il y a des réponses simplistes à des problèmes vraiment complexes. On va faire un rejet des experts, des données et du débat nuancé, une utilisation fréquente de slogans courts et punchés plutôt que d'arguments, et une opposition entre le bon sens, le fameux gros bon sens, et les élites. Ça, les amis, c'est ce qu'on appelle du populisme en ce moment, ce mot qu'on entend vraiment souvent dans le paysage politique. Quatrième grande famille, c'est la manipulation du langage et des faits. Donc, on aura un usage stratégique de la désinformation ou l'usage de demi-vérités. La redéfinition de termes politiques, si on redéfinit les termes comme liberté, démocratie, entre autres, pour venir un peu biaiser la compréhension commune de ces termes-là. La contradiction fréquente sans reconnaissance de cette contradiction-là et des attaques contre la notion même de vérité objective. Cinquième grande famille, c'est les disqualifications de l'opposition. Donc, on a une présentation des adversaires comme étant illégitimes, menteurs, traîtres ou dangereux. Un refus implicite ou explicite de l'alternance démocratique, un refus de reconnaître la validité des critiques et un glissement du désaccord vers la diabolisation carrément. Sixième grande famille, la désignation et construction d'un ennemi intérieur. Ça, c'est vraiment fréquent. En ce moment, on en voit plein. Il y en a plein qui sont super trendy, des ennemis intérieurs au Québec, genre
Le fédéral, l'immigration, les woke, là, c'est ceux qu'on entend le plus souvent. Mais ça s'articule autour de la désignation d'un groupe comme étant responsable des problèmes nationaux, une rhétorique de menace, donc ces groupes-là viennent détruire le pays, l'utilisation de termes déshumanisants ou simplificateurs, l'association d'opposants politiques à des dangers existentiels. Septième famille, la rhétorique anti-pluraliste, donc l'idée qu'il n'existe qu'une seule volonté populaire homogène. Tous ceux qui disent « je pense que les Québécois veulent », c'est le genre de choses complètement unifiantes et monolithiques. On a la négation de la diversité des opinions légitimes, on a l'exclusion symbolique de certains groupes de l'appartenance au vrai monde, fait qu'il y a le vrai monde et les autres. Donc, une opposition entre le peuple et ces autres-là, ce qui est aussi du populisme. Huitième famille, la rhétorique de crise permanente. Donc, on va avoir des discours qui insistent sur une situation d'urgence constante, la justification de mesures exceptionnelles comme étant nécessaires, la dramatisation excessive de ces enjeux-là, et un narratif d'effondrement imminent sans action rapide. Neuvième famille, les transgressions performatives. J'aime beaucoup ça cette catégorie-là, où on a, de la part des politiciens, un bris conscient des règles de bienséance, une utilisation du langage qui va à l'encontre du décorum ou de normes de politesse, une utilisation d'insultes directes ou de surnoms vraiment réducteurs, et la provocation par l'exagération. Dixième famille, la symbiose médiatique et l'agenda setting. Donc, on a des affirmations qui viennent de ces politiciens-là ou de ces politiques-là, des partis. Donc, des affirmations ou des gestes provocants ou spectaculaires qui génèrent de l'outrage, qui par conséquent génèrent beaucoup d'attention médiatique, donc qui monopolisent l'attention médiatique par la négative. Et finalement, ça résulte un peu toujours en des accusations. On accuse les médias donc de vouloir déformer les propos, de traitement malhonnête de l'information ou même de censure. Onzième famille, c'est la délégitimation des institutions démocratiques. Donc, on a une remise en question systématique de la légitimité des élections, des attaques répétées contre les tribunaux, juges et décisions judiciaires ou législatives, le discrédit d'organismes indépendants, donc des commissions, des vérificateurs, par exemple, la présentation des médias comme étant l'ennemi ou comme étant corrompus. On a aussi la dévalorisation du parlementarisme, de dire que là, c'est plein de bureaucratie, puis que c'est une maudite perte de temps, puis que c'est inefficace. Ça entre dans cette stratégie-là. On a la grande famille de la centralisation du pouvoir et le culte du leadership. Donc, on a une mise en avant du leader comme solution unique, une dévalorisation des contre-pouvoirs. Donc, je suis le seul homme qui peut régler ce problème-là. La personnalisation extrême des succès politiques et la confusion entre le leader, l'État et la nation, comme s'il ne faisait qu'un. 13e famille, la rhétorique de victimisation du pouvoir, donc la représentation du leader ou du gouvernement comme étant persécuté, ou un narratif de complot contre le parti ou le chef. On peut même aller jusqu'à des inversions des rapports de force quand le dominant, donc l'élu ou le politicien, se dit dominé. 14e famille, la normalisation des mesures illibérales, donc la présentation de restrictions de droits comme étant nécessaires, la justification d'une surveillance accrue ou de contrôle social, la remise en cause de droits fondamentaux au nom de la sécurité et ce qu'on appelle du gradualisme, c'est-à-dire faire plein de petites mesures qui s'accumulent au fil du temps puis qui deviennent vraiment beaucoup plus oppressives par force d'accumulation. 15e famille, l'appel au contournement des règles, donc la suggestion que les règles peuvent être ignorées pour le bien commun, une dévalorisation des procédures légales ou la promotion d'actions rapides au détriment de processus démocratiques. Et finalement, dernière grande famille, l'ambiguïté ou la tolérance envers la violence qui peut se manifester dans l'amplification de gestes violents commis par des opposants, dans la minimisation ou l'aveuglement face aux gestes violents commis par ses partisans, la justification implicite de la violence en disant des trucs comme ils l'ont cherché, entre autres, ou on l'a fait pour nous défendre, des appels à se défendre, encore une fois, dans un registre qui n'est pas très clair, genre qu'est-ce qu'on veut dire par se défendre, et des rhétoriques martiales ou insurrectionnelles quand on atteint des trucs un peu plus extrêmes. On vient de faire le tour de toutes les indicateurs discursifs et communicationnels de potentielles dérives autoritaires. Vous allez prendre ça, puis ça va vous aiguiser l'œil, ça va vous aiguiser les oreilles, vous allez être plus apte à les reconnaître dans les discours politiques pour les prochains mois en vue des élections 2026. Je vous suggère fortement d'aller lire mon article Substack qui est vraiment beaucoup plus détaillé puis explique vraiment bien je m'auto-flatte, comment comprendre ces indicateurs-là puis comment ça vient s'inscrire dans le paysage politique actuel avec des exemples vraiment concrets. Je vous en ai sorti vraiment plein. Il y a quelqu'un à qui ça risque de pas plaire, ça, d'ailleurs. Mais prenez ça pour ce que c'est un exercice éducatif de sensibilisation. J'espère que ça va vous donner du fun à suivre l'actu puis les discours politiques jusqu'aux élections, puis restez vigilants. Toujours prudent, jamais mal pris. Voilà. C'est tout, je pense.